Je voudrais revenir au sondage pour voir où nous en sommes à quelques jours de ce premier tour. L'Institut qui travaille avec TF1 LCI, l'IFOP, a mesuré la progression continue du Rassemblement national dans les intentions de vote. On parle du Rassemblement national et de son allié ciotiste. Plus de points en une semaine. C'est le parti qui gagne le plus depuis que les sondages ont commencé. Et il y a une petite musique là qui arrive. Toute la semaine dernière, tous sur les plateaux, nous disions la majorité absolue pour le Rassemblement national. Il ne faut pas exagérer. Et maintenant, la majorité absolue, elle est peut-être à portée de main. Voilà, parce que la dynamique est là. Et d'ailleurs, c'est la crainte, il faut le dire, qui se répand, y compris dans la majorité présidentielle. C'est-à-dire qu'on est tellement parti au début de cette campagne avec l'idée qu'au pire, c'était une assemblée ingouvernable et au mieux, une majorité relative ou absolue pour la majorité présidentielle, que l'idée même qu'il puisse y avoir encore une dynamique pour le RN alors qu'il était déjà très haut, saisit en réalité les troupes qui sont un peu à court de stratégie. Ça fait des années qu'on dit que l'abstention est un facteur dans une élection qui vient troubler le jeu, mais qui troublait aussi le jeu du RN. Là, on voit que cette abstention, elle pourrait reculer, sans pour autant que le score du RN en pâtisse. C'est même l'inverse qui se produit. C'est encore une nouvelle donnée. Alors après, on reste prudent, c'est une photographie, ce sont des sondages, mais on est quand même plus qu'à 5 jours du vote. La photographie commence à être assez proche de la photo finish. On sait que les sondages, parfois, peuvent commettre des imprécisions. Rappelons tout de même que pour les européennes, leur précision a été redoutable. Ben oui. Mais qu'est-ce qui explique cela? On a l'impression que rien n'atteint cette progression. On va voir si le débat ce soir, peut-être avoir un effet, un impact. Est-ce que vous y croyez d'ailleurs? C'est important les débats. Pensez qu'un débat peut enrayer une progression de ce type? Il y a le côté un peu dernière chance pour les adversaires de Jordan Bardella. S'il n'enraye pas sa progression ce soir, il ne restera pas beaucoup d'autres occasions ou d'opportunités d'espérer enrayer cette dynamique. Moi, ce que je pense, c'est que, si je peux me permettre, le seul élément que moi je trouve significatif dans ces intentions de vote, c'est la certitude d'aller voter, la certitude de la nature du vote, et elle est très élevée. Elle tournait il y a quelques jours autour de 80%, ce qui est assez rare dans ce type d'élection. Pour le reste, c'est 577 élections. Ah non, mais on ne fait pas la projection là. Je vous ai pas mis la projection en siège. Mais c'est important les intentions de vote. C'est important les intentions de vote. Elles donnent une dynamique de ce qui va se passer en termes d'équilibre entre les trois grands partis. Mais il faut savoir quand même que en 2022, il y avait 92 circonscriptions dans lesquelles ça s'était joué à 1000 voix près. Et donc ça peut quand même faire évoluer beaucoup, mais évidemment la dynamique est pour eux. Mais c'est passionnant parce que quand même en quelques jours, ça change beaucoup. Par exemple, la participation, qui fait un bond considérable par rapport aux législatives de 2022, va pouvoir multiplier les triangulaires. Alors qu'on a dit, on n'aura qu'un choix binaire. Et ça peut changer aussi, donc c'est passionnant. Mais moi, je trouve ce qui est vraiment fascinant, et vous le disiez juste à l'instant, c'est concernant cette progression qui semble irrésistible du RN, on a le sentiment que rien ne prend, il n'y a aucune prise, il n'offre aucune prise, que ce soit l'extrême gauche, la gauche social-démocrate, les macronistes, tout le monde essaye, ou la droite même classique, tout le monde essaye et personne ne trouve rien, alors qu'on voit ce programme du RN qui, pour partie, est irréalisable, il n'est pas constitutionnel, il choque beaucoup de gens, et qui, pour une autre partie, disparaît complètement de la campagne, puisqu'on a vu que Bardella reculait sur un certain nombre de points qui étaient a priori majeurs, le port du voile dans l'espace public, l'impôt qu'on supprimerait pour les moins de 30 ans, la TVA sur les produits première nécessité. Ah ben non, ça risque on va pas pouvoir le faire. Donc, et pourtant, il continue. Ça montre qu'on n'a pas trouvé la bonne façon de faire. Je ne sais pas si elle existe. Je pense peut-être que ce qui manque face à ce bloc RN, c'est une personnalité très forte qui sortirait un peu d'ailleurs, j'allais dire un Bernard Tapie, qui viendrait s'opposer avec des armes qui ne sont pas celles comme il l'avait réellement fait, les armes qui ne sont pas celles des politiciens traditionnels, on va dire. Est-ce que ce serait même ça? On peut se poser la question, est-ce que ce serait efficace face à ce dégagisme? C'est plus que du dégagisme, c'est le dégagisme. Mais c'est pas seulement on veut plus de cela, on veut de cela. C'est on veut vraiment ceux qu'on n'a pas essayé.
on ne les a pas essayés, on veut les essayer, on veut plus les autres. C'est peut-être plus puissant que quoi que ce soit. Mais tout à fait. Et juste, je vous laisse la parole après, mais juste pour terminer sur le dégagisme, dans le livre que vous citiez sur Emmanuel Macron, qu'on a publié il y a 3 ans, il y avait notamment Jacques Attali, donc l'ancien conseiller de François Mitterrand, homme expérimenté s'il en est, qui nous disait avoir dit à Macron, dès peu après sa prise de pouvoir, attention, tu représentes le dégagisme soft, tu risques d'avoir ensuite le dégagisme hard. Et c'est pas neutre, parce que ça signifie que même la première élection d'Emmanuel Macron reposait sur un sentiment de ras-le-bol du pays qui n'a fait que s'accroître. Carole. Oui, moi je pense que le carburant pour le Rassemblement national, c'est effectivement l'antimacronisme et le dégagisme, ça c'est vrai. Il y a aussi le fait d'avoir un chef clairement désigné, ce qui n'est pas le cas des autres. On voit bien qu'à gauche, c'est quand même un peu compliqué, là. Bompard, on y reviendra. Faure, Hollande, Mélenchon, etc. Raphaël Glucksmann. Donc, eux, ils ont un chef clairement désigné. Et puis, ils ont un thème ultra porteur, qui est quand même leur thème fondateur depuis maintenant 30 à 40 ans, qui est l'immigration. Et sans doute, ça a été d'ailleurs, Macron l'a dit, un peu dans sa lettre aux Français, un thème qui a été sous-estimé probablement par tous les autres partis. Et moi, ce qui me frappe, effectivement, ce que disait Sophie Dravinel tout à l'heure, c'est la sûreté du choix. 82%. Donc, je ne suis pas certaine que le débat de ce soir modifiera vraiment les choses. Mais c'est une question, et ce sera évidemment passionnant de le regarder pour en avoir le cœur net ou pas. Parce que cette configuration du débat, on ne la connaît pas. On a beaucoup entendu Jordan Bardella face à Gabriel Attal. On n'a pas vu les 3. Ça change tout d'être 3. Ce ne sont d'ailleurs pas 3 blocs équivalents. Dans notre sondage, on a quand même les 2 blocs. On a donc le RN en tête à 36%. Là, le Nouveau Front Populaire, qui lui aussi est en petite dynamique, avec un plus 0,5%. Et la majorité présidentielle qui baisse, avec le risque d'une diminution qu'elle avait connue dans les sondages IFOP aux européennes, la majorité présidentielle. Mais revenons au Nouveau Front Populaire. Jean-Luc Mélenchon n'est pas rentré dans la boîte, il en est ressorti, malgré l'injonction de François Hollande qu'il se taise. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon était sur France 2, il a parlé avec beaucoup de vigueur de ses partenaires dans cette coalition de gauche. Écoutez-le. Pourquoi je serais le seul homme de gauche mis à l'oukase par qui, s'il vous plaît? Par M. François Hollande, qui a détruit la gauche? Par qui? Par M. Glucksmann, qui nous a battus de 3 points, que j'ai dû payer de 100 circonscriptions pour que les socialistes acceptent de signer une fois de plus un accord dont on a l'impression qu'ils sont déjà en train de le trahir. Je les mets en garde. Je leur dis, ne faites pas ça. Mélenchon, c'est un nom qui fait ouvrir les portes quand on est dans les quartiers populaires. Hollande, c'est un nom qui les fait fermer. C'est assez spectaculaire. D'abord de renvoyer ses partenaires, presque les insulter, et puis dire comme un épicier, pardon pour l'expression, mais vous me dites que je leur ai donné 100. C'est moi qui je les ai payés. Je les ai payés. Qu'est-ce qu'on entend dans cette phrase? Alors vraiment, je suis le taulier. Un conseil pour tout le monde, il ne faut pas tourner la tête 5 minutes dans cette campagne législative, parce qu'on se retourne, il y a eu un nouvel épisode. Déjà, Jean-Luc Mélenchon lui-même, un coup on comprend qu'il veut aller à Matignon, un coup on comprend qu'il ne veut pas y aller. Alors oui, parce qu'il a dit dans la même interview, non, je ne suis candidat à rien. Il faut quand même être bien accroché. Après, sur le point que vous souleviez à l'instant, là on a quand même des règlements de compte sur la place publique. C'est-à-dire qu'on nous déballe sur la table le contenu de l'accord, la manière dont les négociations se sont passées à gauche. Donc là, c'est du règlement de compte public. Par rapport, pour le coup, alors là, je fais le parallèle avec ce que disait Carole à l'instant, par rapport à la solidité du bloc ou de l'alliance autour du RN, où là, personne ne moufte, il y a un chef, il n'y a pas de dissension, le différentiel est assez flagrant. Alors, c'est la vie démocratique, c'est la vie politique, il y a des courants, il y a des voix différentes, etc. Mais ça trouble le message, quand même, pour le moins.
Ah oui. Ça trouble le message. Et puis en fait, derrière tout ça, il y a quand même des batailles assez colossales. C'est-à-dire que, évidemment, ce soir, ceux qui regarderont le débat, qui sont sociaux-démocrates, qui ont voté Raphaël Glucksmann aux européennes, est-ce qu'ils vont se sentir vraiment à l'aise devant les arguments développés par Manuel Bompard, qui parle au nom des Insoumis? Il est convaincu que les Insoumis auront la majorité dans ce bloc de gauche qui est très épars, qui est très divisé, même si pour le moment il apparaît uni. Il y a un point qui est important, c'est qu'effectivement on assiste à des scènes surréalistes sur les réseaux sociaux où Sophia Chikirou, qui est une députée de Paris, affirme que François Ruffin soutient les candidats dissidents de la France insoumise, je cite, comme une corde soutient le pendu. Et donc la relation entre Sophia Chikirou, qui est quand même très proche de Jean-Luc Mélenchon, et François Ruffin, qui incarne l'opposition à Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment un peu... On regardera, mais moi ce qui me frappe, c'est que c'est le Mélenchon du bruit et de la fureur. Justement. C'est Mélenchon is back. Oui. Il est de retour. Oui, c'est mais ça. Moi je pense que d'une certaine façon, en faisant tout ça, il fait le jeu du Rassemblement national. Ça n'est peut-être pas étonnant parce qu'on sait très bien que la stratégie de Mélenchon, c'est quand même celle du chaos. Il joue la crise de régime quelque part en espérant je ne dis pas qu'il espère la guerre civile, évidemment, mais en tout cas, il voudrait qu'il y ait une sorte de crise de régime, de manière ensuite à jouer les grands conciliateurs en proposant sa 6e République. Donc c'est une stratégie, ça n'est pas une question de comportement, ça n'est pas une question de caractère. Non, on les réduit parfois. Tout est calculé chez lui. Tout est calculé.